Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je suis ravie de vous proposer un 4e épisode sur la lecture, une lecture des enjeux 2023. Alors sachant que bien sûr, on ne change pas d'enjeu en changeant d'année, mais qu'il est toujours intéressant de regarder un petit peu quels vont être les sujets importants, prégnants de l'année qui est devant nous. Pour ce 4e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Shana Roy. Shana est DRH, pour faire un bon français, de Swile. Avec Shana, nous échangeons sur des sujets qui, je sais, vont vous passionner, puisqu'ils sont des sujets brûlants, que vous soyez RH, DRH, manager, dirigeant aujourd'hui, et même collaborateur. Et puis, un petit clin d'œil, enfin en tout cas une pensée, à tous ceux que j'accompagne en ce moment dans le cadre du programme de l'entreprise de demain sur le parcours devenir un manager augmenté. Vous allez trouver énormément dans nos échanges de références, dans les échanges de Shana et moi, de références aux échanges que j'ai avec vous en ce moment, et notamment beaucoup des outils que je vous propose. Donc ça devrait beaucoup vous parler. Et alors donc, de quoi avons-nous parlé avec Shana ? Teaser. D'abord, d'équilibre entre l'individuel et le collectif. Ça, je sais que ça vous cause certains maux de crâne parfois. D'autonomie et de responsabilisation. De confiance et de délégation. Comment j'apprends à faire confiance pour déléguer. Bien sûr, de multigénérationnel. Et surtout, on a tenté de craquer pour vous un sujet chaud qui est comment engager les plus jeunes générations. Donc allez jusqu'au bout, cet épisode est encore une pépite. Et avant de vous y donner accès, je voulais vous rappeler 2 choses très importantes. La première, c'est que ce podcast a une newsletter, dont le lien d'inscription est dans les notes de l'épisode. Dans cette newsletter, vous en saurez plus sur les coulisses du podcast, mais vous aurez aussi un condensé des notes des épisodes de la semaine passée, enfin elle sort tous les 15 jours, donc des 2 semaines passées, et puis d'autres pistes, d'autres sources pour vous inspirer. La deuxième chose, c'est que vous savez combien il est important pour que ce podcast se développe, que vous puissiez le noter sur les plateformes de podcast et aussi mettre des commentaires, notamment sur Apple Podcast. Et j'en profite pour remercier la personne qui m'a laissé le dernier commentaire, que j'ai déjà remercié sur LinkedIn, au cas où elle ne l'ait pas vu, dont le pseudo est MyPositiveJure, donc je ne sais pas qui c'est, et qui dit un des meilleurs podcasts sur le sujet. J'écoute de nombreux podcasts sur le monde de l'entreprise et c'est celui-ci, sans nul doute, qui m'outille le mieux. On sent que Delphine connaît le sujet et il ne s'agit pas simplement de conseils théoriques. Quand on est manager, il est important d'avoir des conseils qui s'ancrent dans la pratique. Le format me semble par ailleurs particulièrement adapté, on va à l'essentiel et c'est fou le nombre de sujets abordés en 25 minutes. Merci Delphine. Alors merci MyPositiveJure, ce genre de commentaire m'oblige, me met la barre un peu plus haut et je suis contente parce qu'après avoir réécouté pour monter cet épisode, je pense que celui-ci va à nouveau répondre à vos attentes. Et comptez sur moi pour continuer à y répondre en 2023. Donc continuez à me faire des commentaires, ça me challenge. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, ça m'est extrêmement utile à me dire quels sont les sujets qui vous tracassent et je serai ravie de pouvoir vous aider. Et maintenant, je vous laisse enfin en compagnie de Shana et encore de moi. Bon épisode. Bonjour Shana. Bonjour Delphine. Merci de votre temps aujourd'hui pour répondre à mes questions. Donc Shana, nous sommes dans une série sur les enjeux de 2023, pour aussi bien les RH que les dirigeants. Et je voulais démarrer avec vous sur un point qui, je sais, est au cœur des préoccupations aujourd'hui des managers, des dirigeants, des DRH, qui est l'équilibre entre l'individualisation de la relation managériale individuelle et le collectif. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre
voilà, en termes de gestion dans l'entreprise, de relations, etc. Très bien. En effet, c'est une question qui revient souvent et qui est prédominante dans nos organisations. Comment préserver et favoriser ce collectif tout en accordant de l'importance finalement à l'individualisation. Moi, je suis plutôt d'une approche de simplicité, en fait. Je pense qu'on doit avoir différents rituels, déjà. Ça commence par ça. Des rituels individuels en tant que manager avec son collaborateur pour apprendre à comprendre ses besoins, ses leviers d'engagement, ses leviers de motivation, pour être vraiment dans cet échange et de créer sa relation avec ce collaborateur, cette collaboratrice, et donc de s'adapter dans cette relation tout en gardant l'intérêt du collectif. Pour moi, c'est vital à chaque fois de regarder l'intérêt de l'individu, du collectif et de l'entreprise, et donc de bien regarder ce qu'il y a à l'intersection de tout ça pour s'assurer justement que la part individuelle ne prenne pas le dessus sur le besoin collectif et le besoin de l'entreprise. Donc pour moi, de l'adaptation, de l'ajustement, tout en gardant son collectif fort, en animant son collectif sur des enjeux clairs, explicites et beaucoup de transparence et d'honnêteté dans la relation, que ce soit avec l'individu et l'équipe et le collectif. Vous pourriez me donner une illustration d'un cas de figure Oui, très bien. Manager qui peut avoir, si je prends chez Swile par exemple, certains managers peuvent avoir 6, 7 personnes. On favorise beaucoup la proximité, la convivialité, ça fait partie de l'ADN de Swile. Donc, il va y avoir des rencontres plutôt qu'on va appeler les one-to-one, réguliers. Il y aura aussi des rituels plutôt collectifs, d'équipe. Il y aura aussi des moments où on fera en équipe un pas de recul sur qu'est-ce qu'on a fait les derniers mois, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit travailler. Et la distinction pour moi de la partie individuelle doit se faire justement dans ces moments de one-to-one où on va un peu plus creuser et créer cette relation de confiance. En écoutant vraiment généreusement qu'est-ce qui s'y passe, là où il y a besoin d'accompagner, de plus développer, de co-construire, de comprendre aussi qu'est-ce qui va faire que la personne va pouvoir donner le meilleur d'elle-même, les conditions de succès finalement, et de créer avec la personne ces conditions-là. Et donc ça, ce sera différent d'une personne à l'autre, puisqu'on est tous différents bien évidemment, et au sein du collectif, même chose, l'entité d'équipe à son entité elle-même, sa culture. Et donc, même chose, prendre le temps de se dire quelle est notre identité d'équipe, quels sont nos besoins, quels sont nos rituels, comment on régule entre nous, comment on régule nos émotions, sujet vaste. Mais donc, pour moi, à chaque relation doit trouver son bon fonctionnement et ses bons ajustements. Donc, une individualisation par rapport à tout ça. Mais quelque part, l'une permet l'autre. Tout à fait. Quand on nourrit la relation personnelle, on nourrit la relation collective et vice-versa. Complètement. Quand on nourrit la confiance d'un côté, voilà, ça se passe de l'autre. Tout à fait. Un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, c'était comment équilibrer la relation managériale. On parle beaucoup de bienveillance, vous parlez de bienveillance et d'exigence, je pense à juste titre. Comment on équilibre cette relation, mais aussi sur la question de l'autonomie qui est demandée et de la responsabilisation qu'elle implique. Déjà, je pense que c'est important. Moi, j'entends souvent, on oppose souvent la bienveillance à l'exigence. Et donc, j'aimerais juste prendre une petite minute pour revenir sur la bienveillance. Pour moi, la bienveillance, ça va jusqu'à je tiens suffisamment à vous, Delphine, pour avoir l'exigence de vous amener à regarder d'autres perspectives, de vous amener à étendre le champ du possible, de vous aider à aller plus loin dans ce que vous faites, de co-construire certaines choses. Et donc, pour moi, la bienveillance, c'est aussi l'exigence. Ce que je partage souvent chez Swile, à nos Swilers, c'est justement cet équilibre entre bienveillance et performance. Une entreprise, un collectif ne peut pas être durable si on est dans la bienveillance sans la performance. Donc pour moi, c'est cet équilibre-là qui doit être trouvé. Et autant sur, oui, le résultat, l'impact qu'on doit amener, la performance qu'on doit amener individuellement et collectivement, mais pas en faisant compromis de la manière de le faire non plus.
On a notre CEO qui a une phrase un peu magique, qui répète régulièrement, qui est l'excellence égale la bienveillance fois la performance. Donc, pas de compromis, même si on est extrêmement performant et qu'il n'y a pas de bienveillance, ça ne nous convient pas. Et même chose, s'il y a beaucoup de bienveillance et pas de performance, ça ne convient pas. Donc, pour moi, déjà, important de prendre ces deux aspects-là et d'en faire quelque chose aussi en entreprise qui est ressenti, qui est vu par des faits, des prises d'action aussi, pour vraiment démontrer que c'est comme ça, c'est pas que des paroles ou des présentations, mais c'est notre culture qu'on veut protéger en faisant ça. Vous me posez aussi la question sur la performance et l'impact. Bon, c'est un peu tout ce que j'ai dit, mais pour moi, tout ça, c'est ensemble, en fait. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, l'individualisation, le travail d'équipe, la bienveillance, la performance. Pour moi, c'est tous ces éléments-là mis ensemble qui amènent cet impact et cette performance. Et là, on revient aussi à ce que vous disiez, la responsabilisation. Comment on amène aussi chaque collaborateur à être responsable et autonome, mais à avoir aussi cette discussion-là en toute transparence sur la capacité d'autonomie et la capacité de responsabilisation, puisqu'on peut, on pourrait se dire, la responsabilité est totale, peut-être que la personne n'est pas prête, donc ce ne serait pas bienveillant. Donc pour moi, le geste aussi d'autonomie et de support associé à l'autonomie doit être lié à la personne, encore une fois, à l'individualisation. Est-ce que cette personne, sur ce sujet, a besoin de plus de support, et on l'apportera. D'autres sujets, non. Donc, il y aura peut-être une responsabilité plus grande, sans support. Donc là aussi, pour moi, c'est des choses à définir et à faire évoluer au fil du temps en fonction du développement de la personne. Oui, et de le faire individuellement. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs à un manager qui a envie de déléguer et de rendre autonome, mais qui a envie d'avoir confiance, en fait. C'est-à-dire qui se dit, je ne sais pas si je peux, je ne sais pas si j'ai confiance, je ne sais pas. Bah, tout simplement, c'est pas simple, hein. Je dis tout simplement, oui, je mais sais c'est bien. jamais simple. Déjà, moi, j'engagerais la discussion, je lui dirais, il faut engager la discussion de manière très transparente. En le présentant comme comment on crée les conditions ensemble d'une délégation qui va te rassurer en tant que manager et qui va développer le collaborateur sans le surchauffer. Donc, je pense que si on pose déjà l'intention dès le départ sur la table, on veut créer cet environnement-là où il y a de la délégation, où il y a de l'espace pour évoluer, mais avec ce cadre de sécurité psychologique aussi. Ouais. Je pense que le manager sera plus enclin à expliciter, là, j'ai peut-être pas confiance, parce qu'il y a peut-être des zones où je dois encore un petit peu investiguer. Il pourra peut-être aussi le partager avec son collaborateur en disant, écoute, ça, je le maîtrise moins. Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce qu'il y a des endroits où tu as besoin de mon aide? Pas être dans le contrôle ou faire sentir que tout n'est pas parfait, mais plutôt en disant, on veut aller vers ça, on ira. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit créer comme conditions de succès pour y arriver et aider le manager à le faire? Tout déléguer d'un coup, pour moi, c'est risqué. Ça peut donner un faux semblant pour le collaborateur, on me fait confiance. Et en même temps, moi, souvent, ce que je peux entendre, c'est, en fait, je me suis sentie seule. J'aurais eu besoin de support et je n'ai pas osé demander de l'aide. Donc, je pense que régulièrement, il faut revenir et revoir et se dire, mais à quel endroit ça va? À quel endroit tu as peut-être besoin qu'on travaille un peu plus ensemble ou qu'on aille chercher du support ailleurs, qu'on réfléchisse? Donc, que ce soit des discussions régulières pour revérifier et l'autonomie évoluera en fonction de tout ça. Oui, pour effectivement y aller pas à pas et que chacun prenne confiance dans la démarche, effectivement. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, c'était le multigénérationnel. Oui. Comment est-ce qu'on peut manager les différentes générations et comment on peut faire du multigénérationnel, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de générations dans l'entreprise, une force? Très, très bonne question et question d'actualité. Je pense que ça a toujours été d'actualité. Bien sûr. Par contre, je pense que par rapport à 2023, moi en tout cas j'ai le sentiment que ça devient de plus en plus présent et urgent de s'attarder à ces différences. Et comme toujours, parfois quand on sent l'urgence, il y a un peu plus, j'ai envie de dire, d'énergie, de motivation pour adresser ce sujet. Moi je pense déjà qu'il faut faire attention
comme dans tout type de diversité, de ne pas catégoriser. On peut être d'une génération et pas se sentir complètement dans sa génération. Complètement. Ça arrive. Donc déjà, je pense faire attention aux clichés. Et au-delà du multigénérationnel, j'ai le rêve, un doux rêve, peut-être une utopie que, à force de travailler dans les entreprises sur la fondation, les fondations de la vraie diversité, des conditions d'une diversité inclusive, peu importe quelle est la diversité, par de l'écoute, par de la connaissance de soi. Et je pense qu'on apprend trop peu dans notre vie, dans notre société. Je suis d'accord. À se connaître, à prendre un pas de recul, à connaître ses zones d'ombre. Pas à s'autoflageller non plus, mais être conscient de tout ça pour ne pas projeter sur l'autre des choses qui nous appartiennent, être responsable par rapport à tout ça. Je pense que déjà, l'entreprise, moi, mon constat aujourd'hui des dernières années, c'est, je pense que toute la partie développement humain est un vrai enjeu de transformation. Le bout, finalement, qui n'arrive pas par la société, par le système éducatif, le système familial, je pense que l'entreprise peut l'amener sur cette prise de conscience, d'aller un peu plus loin, prise de conscience de qui je suis comme individu, qu'est-ce qui est nécessaire pour moi pour être bien, comment, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prend, qu'est-ce que j'ai besoin pour bien collaborer, et d'ouvrir tous ces champs-là pour créer des espaces et finalement sortir de l'âge, l'orientation sexuelle, tous ces sujets de diversité. Donc moi déjà, ça c'est le socle de fond. Je pense qu'on doit, en tant qu'entreprise, bon, en tout cas, moi, je me le mets comme mission, et pour un impact sociétal à la hauteur de ce qu'on peut faire dans une entreprise, mais commencer vraiment à ancrer cet apprentissage-là et sur du multigénérationnel, parce que d'ici là, avant que cette fondation-là soit robuste, il est vrai qu'on doit donner le focus sur certaines diversités, et l'aider finalement, booster un petit peu ce qu'on peut faire. Dans le multigénérationnel, moi, je pense qu'il faut créer les ponts. Il y a des points de force communs, il y a des points différenciants. Comment on favorise les rencontres déjà, tout simplement. Je suis très connectée à la relation. Mais tout comme sur l'individuel et le collectif, c'est comment est-ce qu'on trouve les points de convergence. Exactement. Comment on ouvre les points de convergence, comment... on met son ego à la porte, qu'on ose rigoler de soi avec un peu de dérision. Moi, souvent, je rigole. Je dis, ouais, vous allez voir, j'ai appris quelque chose sur la techno. Je ne suis pas la plus moderne et c'est pas grave. Je suis entourée de plus jeunes. Je vais les chercher et on rigole. Et ça ouvre aussi. Donc, comment on ouvre finalement... qu'on libère la parole finalement aussi en entreprise et qu'on rigole de ça sans juger, qu'on s'accueille. Et honnêtement, après, on voit de superbes belles choses. Les plus expérimentés, âgés, ont de l'expérience, une certaine forme de sagesse et de patience et de résilience que n'ont pas les jeunes générations. Et donc, et je pense que les jeunes générations commencent à le voir en se disant, il y a cet aspect-là où... ça va pas assez vite, ou je comprends pas, j'ai dit les choses, ça n'a pas fonctionné. Et le mélange, justement, de ces cultures peut apporter aux uns et aux autres. Et la rapidité de ces jeunes générations à connecter parfois des sujets où il n'y en a pas, leur ambition sociétale, leur attente des entreprises, une fois qu'on mélange tout ça ensemble et qu'on s'écoute, franchement, il y a un champ des possibles qui est énorme. Je suis tout à fait d'accord. D'abord, sur la connaissance de soi, je pense qu'elle est très importante, effectivement. Et c'est un champ qui s'investigue de plus en plus, mais pas encore assez. Après, par rapport à ce que vous dites, moi, j'entends beaucoup de managers me dire... j'ai fait une série là-dessus sur le podcast au mois de novembre, et je suis convaincue qu'il n'y a pas tellement d'histoires de génération que de type de personnes, que de façon de procéder. Et moi, je suis très loin d'être la nouvelle génération, et pourtant, je me sens très nouvelle génération. Donc, encore une fois, ça ne veut rien dire. Enfin, ça ne veut rien dire d'une certaine mesure. Mais j'entends ce point me dire non, mais les jeunes, en fait, ils ne s'impliquent pas dans leur travail, ils n'ont pas le sens du travail accompli. Et je l'ai encore entendu ce matin, j'étais en discussion avec des managers. Donc voilà, j'entends parfaitement votre point. Et je le vois dès que je peux animer des choses multigénérationnelles, des séminaires ou des conférences, je vois très bien que ça fonctionne.
Mais voilà, il y a quand même ce blocage. Vous le ressentez chez vous ou pas? Parce que il y a quand même... Et je leur dis non, je ne suis pas d'accord, puisque je peux vous donner l'exemple inverse. Et ils me disent non, mais en fait, les 10 dernières recrues qu'on a eues, c'était comme ça. Est-ce qu'il y a une posture? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Bonne question. Oui, j'observe des choses, incluant dans mon équipe. Moi, ce que je peux observer sur les plus jeunes générations, c'est... Et peut-être que je me trompe, hein. Là, c'est vraiment de l'observation. Bien sûr. Et ça n'a pas l'intention d'être parfaite dans ma réponse. Nous ne partageons que nos points de vue. Hein. Ça n'engage que nous. Ce que je peux voir, c'est que... et je ne sais pas complètement le pourquoi et comment l'expliquer, mais je vois que sur la partie stress, anxiété, moi, je la trouve plus élevée, plus forte. Je pense qu'il y a des hypothèses. Hein. C'est tout ce qui se passe aussi dans notre société, les réactions des générations de leurs parents qui veulent aussi changer le modèle. Mais je vois quelque chose autour de la peur. Chaque génération a ses peurs. Donc, ce n'est pas que le cas des jeunes générations, mais ce que je vois beaucoup, c'est cette peur de ne pas être apprécié, aimé. Ça va jusque-là. Et donc... je peux rester dans mes convictions parfois un peu et c'est difficile des fois de montrer la vulnérabilité. Et donc, moi, c'est plus comme ça que je l'explique. Ils ont envie d'avoir un impact. Je les trouve pas moins travailleurs, bosseurs, engagés. Par contre, il y a une forme parfois de maladresse, mais pour moi, comme toute génération, encore une fois, mais qui est liée à qui je suis, qu'est-ce que je veux, quel est l'impact que je veux avoir et qu'est-ce que j'ai entre les mains et comment, moi, petit pas, je peux avoir un impact. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont peut-être moins appris sur cette résilience et assertivité, mais ça s'apprend. Donc moi, je pense que c'est aussi dans l'aventure avec le mélange des générations qui vont l'expérimenter. Ou alors, est-ce qu'on se posait moins cette question, les plus anciennes générations, de savoir quel impact on pouvait avoir, etc. Et de ce fait-là, on se mettait moins la pression là-dessus. Parce qu'ils se mettent quand même... Voilà, c'est facile à dire avec l'expérience. Je suis la première, j'étais juste avant vous, je faisais une conférence dans une école, donc, avec des étudiants. Donc, j'étais la première à leur expliquer l'importance d'identifier l'impact qu'ils voulaient avoir, parce qu'on parlait d'audace, c'est pour ça, de savoir où on voulait. On avait de l'audace quand on savait qui on voulait impacter, ce qu'on voulait impacter. Et en même temps, donc, on leur transmet beaucoup ça, et en même temps, effectivement... Et dans ce que vous dites... J'entends deux choses. La première, quand vous dites ils sont peut-être moins, ils ont peut-être un besoin d'être aimés. Il y a effectivement, il y a l'effet réseau aussi sociaux, l'effet comparatif qui ajoute ce point-là. Et ensuite, finalement, c'est une discussion que j'ai avec des managers. Souvent, quand ils me parlent, justement, on parlait tout à l'heure de problématiques de confiance, de délégation, et quand ils me racontent les erreurs qu'ont pu faire les jeunes et qu'ils ne voulaient pas l'accepter. Donc je trouve que ça fait assez sens par rapport à ça, parce que finalement c'est à ces moments-là qu'on a le sentiment, en tout cas quand on me dit je ne sais pas s'ils sont engagés, c'est sur ces sujets-là que ça revient. Donc je trouve ça intéressant. Et la deuxième chose, vous avez touché un point qui est la vulnérabilité. Il y a 15 jours, je travaillais avec un dirigeant qui me dit je ne comprends pas, mon codir ne me dit jamais quand il a des difficultés. Je lui dis vous leur dites quand vous en avez. Il m'a dit non, je ne peux pas. Ben, je dis, en fait, ça commence par là. Donc, c'est aussi peut-être qu'on ne leur montre pas assez, parce que c'était aussi pas vraiment l'ancien modèle de montrer de la vulnérabilité. Et donc, on n'arrête pas de parler de vulnérabilité, et finalement, que c'est peut-être une solution de s'ouvrir plus sur nos failles pour laisser de la place à ces générations. Dans le fait de faire leur place, en fait, tout simplement. Totalement. Ça, je pense que c'est un point de travail multigénérationnel. La vulnérabilité et apprendre à demander de l'aide. Oui. Et ça, c'est toute génération. Moi, il y a ça qui me vient en tête. Et vous disiez aussi sur est-ce qu'on se posait autant de questions. Je pense qu'ils ont un sentiment d'urgence fort, plus que ce qu'on avait, ou les générations... Oui, d'avant.
clairement. Il y a un sentiment d'urgence et une anxiété qui vient liée à ce sentiment d'urgence. Et je pense que des fois, il faut juste les aider à découper les morceaux, en fait. Ils voient ça comme une énorme montagne. Ils ont beaucoup de capacités, ils sont intelligents, il n'y a rien à dire. Ils sont vifs. Ça va très vite. Donc, il y a plein de belles choses. Je pense qu'ils peuvent se décourager en se disant « Waouh, il faut changer le monde. Il faut changer le monde, je commence par où? » Et moi, ce que je peux voir parfois, c'est qu'ils aimeraient adresser tout d'un coup parce qu'ils se disent « Il faut aller vite, donc on ne va pas... » Et c'est l'apprentissage d'avancer étape par étape. Exactement. D'accompagner. Et ça demande de la patience, de l'embarquement, aller influencer, convaincre. Et je pense que c'est ça. C'est là où on peut les aider à se muscler un peu. Les intentions sont bonnes. Je pense qu'ils peuvent... ils ne sont pas désengagés. Ils peuvent se décourager, je pense, parfois. Donc, on peut, je pense, nous les aider à couper les défis, à les découper pour que ce soit petit défi par petit défi pour pas qu'ils se découragent et leur partager nos vulnérabilités. Toute génération à ces moments difficiles, tout le monde rencontre des défis au travail et ça fait partie de la vie professionnelle et c'est aussi comme ça qu'on gagne en sagesse et en expérience. Mais c'est vrai qu'on pourrait partager plus. Ouais. C'est sûr. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, qu'on pourrait retourner. Parce qu'alors qu'on se parle, nous sommes en France en pleine manifestation sur les retraites. Mais pour moi, ça pose le sujet de l'emploi des seniors qui, massivement, 10 ans avant la retraite, n'ont plus de job. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait faire la même démarche vers les seniors. Je le dis cash, moi je suis presque senior. J'ai 51 ans, donc c'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ce chemin à faire parce qu'ils viennent d'un autre univers de l'entreprise qui parfois les a épuisés. Et donc ils ont besoin de reprendre confiance aussi. Et donc quelque part, faire ce même chemin. Et je pense que c'est une façon de réconcilier ces générations, vous disiez, qui ont à s'apporter pour la transmission, mais que du coup, il y a ce même chemin à faire pour les deux, en fait. Complètement. Et moi, rapidement, c'est quelque chose que j'ai vu chez Swile, parce que c'est jeune, c'est très, très jeune. Moins maintenant, hein, on a fait une acquisition récemment, donc, et on a seniorisé les équipes. Mais moi, un de mes premiers constats, ça a été de dire, on doit rééquilibrer. Et à un moment donné, c'était même de dire, on les recrute le plus vieux possible. C'était même un choix, de me dire, on a besoin d'aller ouvrir la voie aussi pour rééquilibrer tout ça. Mais je suis d'accord, Delphine, il y a quelque chose autour d'ouvrir la porte à toute cette diversité, de créer les conditions et aussi permettre à ces seniors, si on peut appeler, moi je trouve ça jeune pour dire senior à 50 ans. Mais moi aussi, mais bon, c'est pas moi qui choisis. Ça me paraît encore jeune, on va travailler encore longtemps. Mais j'espère. Aussi de libérer, sans être les sachants, il y a du partage d'expérience à faire et être un peu les mentors, mais du co-mentoring, hein, les jeunes apportent des choses, les moins jeunes, exactement, du reverse mentoring. Et pour moi, c'est gratifiant pour les deux et c'est rassurant pour les deux, en fait. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses à créer autour de ça. Avec le pont de la vulnérabilité, des petits pas et de tout ça. Chana, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci, Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore, Cyril Carillon et au micro, Delphine Zanelli.